Pascal Rabaté, bienvenue donc aux 4e rencontre du Sud en Avignon, donc dans l'émission Ciné Comptoir. Donc il fait chaud ici, hein, c'est pas comme la Touraine? Ah c'est pas comme la Touraine, c'est pas comme à Paris, je peux vous dire. Oui. On a la même température, mais on n'a pas le nuage de pollution. Alors ce film que vous avez tourné en Touraine est un film qui s'appelle Du goudron et des plumes. Ça nous fait tout de suite penser à Lucky Luke. Pourquoi ce titre? C'était le sort qu'on réservait aux tricheurs aux États-Unis, donc c'était on les couvrait de goudron et on les couvrait de plumes. Et du coup j'avais envie de faire un faux western et de le construire même en filmant dans ce même registre. Donc du coup c'est le portrait d'un tricheur qui nous mène à une fin possible. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous décrivez un milieu qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma. Donc on peut dire que c'est un milieu rural, mais en même temps c'est un milieu qui est vrai et où il y a des vraies rencontres qui se font, et en même temps il y a un microcosme là qui veut participer à une vie commune, parce que dans votre film il y a pas mal de clins d'œil justement au partage, à apprendre à connaître l'autre, à tolérer l'autre aussi. C'est un film qui s'est inscrit à la fois, qui s'est tourné en partie en Touraine et en partie à Montauban, en Pyrénées. Et c'est vrai que c'était le but, c'était de faire un portrait de la province et des provinciaux, des villes un peu ouvrières, de voir un peu ce qui restait de tout ce monde ouvrier qui est en train de péricliter et de disparaître. Et je ne faisais pas un travail de mémoire, mais il y avait un petit peu de ça quand même. Je voulais faire trace en fait. Alors cette trace avec des personnages qui sont attachants finalement, même si y en a certains qui peuvent être voilà, mais ils sont tous rattrapables. Ah oui, c'est ça ce que vous montrez dans votre film. Oui, c'est des gens qui sont en mode survie et qui acceptent des boulots, trafiquent un petit peu quand ils vendent du traitement de charpente, forcent un peu la vente. Enfin, c'est des gens qui sont obligés de se débrouiller pour manger. Donc il y a, même quand on est face à un escroc, on est face à un escroc humain, on est face à quelqu'un qui s'interroge sur la justesse de cette démarche et sur la possibilité de changer ou pas. Mais c'est vraiment le portrait du voisin de palier et avec ses gros défauts et ses petites qualités, ou inversement. On est dans la réalité parce que justement ces personnages vivent des histoires que l'on peut vivre nous tous les jours. C'est-à-dire il y a aussi bien des histoires de divorce que des histoires de travail, que des histoires aussi bien de communauté et qui peuvent être prises en compte. Et puis en même temps il y a aussi un aspect où chaque voisin doit ressembler à son voisin, parce qu'on le voit avec les tondeuses à un moment donné, que tout le monde peut faire pareil, sa petite maison ici et là. Il y a une question d'intégration finalement aussi dans votre film. C'est une question d'intégration, de vouloir faire partie d'une tribu ou pas, et quand on est refusé dans cette tribu, on crache dessus, et puis quand tout d'un coup on a une espèce d'opportunité, on essaie de s'y glisser, mais est-ce qu'on s'y glisse en perdant tout ce qui est nous? C'est un petit peu tout ce débat, c'est-à-dire que le personnage principal, de temps en temps, quand ça l'arrange, ressort ses origines, quand il a bout d'arguments, et en même temps, les voisins qui sont en face de lui ne reprochent pas du tout ça. Donc chacun s'arrange un peu avec ses défauts et voit un petit peu comment ils peuvent se débrouiller. Mais je voulais vraiment faire un film à hauteur d'homme, on aurait dit Melville, et je regarde mes pareils ou mes semblables. C'est une prise de conscience finalement, non? Aussi, un petit peu. J'ai toujours eu un peu cette conscience du terreau, du terroir, du milieu ouvrier, parce que mes parents étaient des petits commerçants dans des articles de pêche dans un petit village, et donc du coup mon père est issu du milieu ouvrier, ma mère aussi, elle était couturière. On est dans des milieux modestes et c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Alors vous servez aussi comme but final de rassembler les gens autour d'une fête de village. Fête de ville plus, parce que c'est plus que ça, oui. C'est plus que ça, c'est une fête retransmise, enfin une compétition sportive qui est retransmise à la télé, et c'est encore le jugement abstrait de la société qui revient sur qui est à la fois réducteur, parce qu'on va retenir que ce dérapage, entre guillemets, je ne sais pas tuer. Non, il ne faut pas tout dévoiler. Mais en fait, quand on a ces images qui sont annoncées en direct ou à la télé, on a une lecture qui est extrêmement réductrice. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était tout le cheminement de ce personnage jusqu'à ce moment T. Et après avoir le petit découlement
enfin ce qui allait découler de cette situation. Mais c'est vraiment le portrait d'un type qui essaie d'être bien. C'est l'histoire d'une rédemption qui est plus ou moins réussie, plus ou moins ratée, selon l'endroit où on se pose autour du modèle. Voilà, mais finalement, son portrait, au départ, c'est le portrait d'un commercial traditionnel, on peut dire. Sauf que lui, voilà, il triche un tout petit peu, comme il force la vente, mais c'est le but de tous les commerciaux, ça. Toutes les sociétés, c'est ce qu'on demande à l'homme ou la femme aujourd'hui. Oui, c'est ça, on lui demande d'être rentable, on ne veut pas regarder comment il travaille, mais quand on le sait, on condamne. Et en fait, c'est comment on amène les gens à agir de biais et mieux pouvoir leur reprocher après. Quoi. Alors ce couple que vous formez avec Isabelle Carré et Samy Bouagila, est-ce qu'il paraît vraiment plus vrai que nature? Donc il y a un naturel là, qui se dégage, même Samy Bouagila, on l'a jamais vu comme ça non plus. Mais en fait, comment vous l'avez formé ce couple? J'ai pensé tout de suite à Samy, réellement c'était un truc, il y a des choses comme ça qui sont venues très vite, il y avait Samy, Daniel Prévost aussi, que j'avais travaillé avec, et puis il y avait Isabelle. En fait, Isabelle, pour la petite histoire... Elle était déjà enceinte? Non, elle était enceinte quand elle a accepté. Et 4 mois avant le début du tournage, le tournage qui était prévu, parce que le tournage a été déplacé de 6 mois, elle nous a dit qu'elle ne pouvait plus le faire, parce qu'aux dates, en fait, elle était enceinte. Et quand j'ai su ça, j'ai réécrit tout le personnage d'Isabelle pour qu'elle soit enceinte. Quand je lui ai envoyé, elle m'a dit, on n'a jamais fait un tel cadeau. J'ai dit non, moi je peux pas, j'ai du mal à passer de l'idée de tourner sans toi. Et du coup, elle a accouché. Mais ce qu'amenait un peu cette situation, j'avais plus envie de m'en passer. Et donc je me suis dit, non, il faut qu'elle soit, cette femme enceinte, c'est encore plus fort. Ça veut dire que la rédemption est encore plus belle et on n'approche pas une femme enceinte. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de plus... C'est très délicat. C'est très délicat de se retrouver amoureux d'une femme enceinte qui n'est pas de mari, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre pas du répulsif, mais de la méfiance tout au moins. Et puis après, c'est s'engager avec cette personne et reconnaître l'enfant des autres. Il y a quelque chose qui était, je trouvais, extrêmement fort dans la démarche du personnage. Oui, et puis en même temps, dans la démarche de tout ce dont on parle aujourd'hui, quoi, la famille recomposée, avec tous les problèmes que ça peut générer. Et puis en fait, quand j'ai raconté cette histoire, enfin quand j'ai réécrit, Isabelle m'a dit que c'était extraordinaire, parce qu'elle connaissait cette situation dans la réalité, et qu'elle m'a dit, bon voilà, en effet, ça amène beaucoup de choses. Samy, je l'avais appelé pour un petit souci de déplacement, et il m'a juste dit, ne dis pas qu'Isabelle ne la peut pas. Et j'ai dit, mais si, ça peut. Donc il m'a dit, non, il y avait, vous savez, je crois, une envie commune de travailler ensemble, et je crois que sur le tournage, enfin, je crois pas, j'étais là, donc ça s'est extrêmement bien passé. Ils étaient tous les deux à se charmer, mais à la fois professionnellement et à la fois les deux personnages se trouvaient. Est-ce que la voiture de la société, vous l'avez inventée? Oui, complètement, ça, vous n'avez pas vu. Il y en a qui vous ont inspiré ou pas? Non, on a pris... Vous êtes inspiré de certains films américains, non, peut-être? Un peu, en pensant un peu à Ghostbusters. Ah non, pas trop. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire un truc. Les deux films précédents, c'était avec des voitures sans permis. C'est un peu ma marotte, j'adore ça. Et là, je me disais que ce véhicule était un peu une façon de légitimer le personnage dans sa démarche de représentant de traitement de charpente. Il y avait aussi, je ne vais pas le cacher, la petite résonance à la voiture du doc, vous savez, le docteur dans les westerns, qui avec une espèce d'enseigne qui tourne. Et donc j'avais envie de mêler un peu ça, c'est une espèce de clin d'œil. À la fois ça me permettait d'affiner un plan et de dire tout de suite qui était, quand il se déplaçait, ce qui se passait. Donc ça amenait un peu une espèce de poésie de côté, quoi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les deux films précédents que vous avez fait? Alors, le premier film, c'était Les Petits Ruisseaux, une adaptation. Avec Daniel Prévost aussi. Oui, ma première BD. Et le deuxième, c'était Niarouni Alaoué, qui était avec Charles Schneider, qui est dans les 3, avec David Salle, qui est dans les 3 aussi, et avec Gustave Carmen, qui était dans
mis à vendre et qui fait une apparition. Et oui, donc on sent que vous aimez cet univers et que vous attachez au personnage. Oui. Parce que vous ne les condamnez pas, jamais. Non, parce que je crois qu'il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire que je leur pardonne, je vais dire que je les comprends. Voilà, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Je comprends cette démarche. Après, moi, je dis souvent, je ne juge jamais. Je condamne souvent. Mais juger, c'est une posture de société. C'est la société qui juge. Moi, je suis un individu, il y a des actes que je condamne, mais les individus, je suis obligé de les prendre tels qu'ils sont. Et qu'est-ce qui amène une personne à agir comme ça? Il y a en effet des véritables salauds, et puis il y a une majorité de gens qui se démènent, qui nagent dans la mélasse et qui, à un moment, sont amenés à faire des choses plus ou moins propres. Et c'est vrai que le jugement, c'est pas mon truc, et c'était pas la volonté dans ce film-là. La volonté, c'était de regarder un peu les gens à hauteur. Je le cite souvent parce que c'est vrai que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Le récit de Rosi, de Scola et de Monicelli, c'était le cinéma italien des années 60, des années 50. Populaire. Des cyclas. C'était un cinéma social, mais c'était aussi de la comédie. Et il y avait quelque chose de l'ordre de, même dans les comédies les plus désespérées, Argent de la Vieille par exemple, qui se font humilier au jeu de cartes, il y a toujours ce sourire et le fait qu'on donnera il y aura quand même un coup de talon pour que les gars remontent à la surface. Mais Monicelli parlait de la survie comme personne. Je repense à un film que j'adore de Scola, c'est le drame de la jalousie. Il y a Macaroni dans un autre registre qui était tout petit peu plus grand public, mais Pain de chocolat aussi. Pain de chocolat que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, j'ai réussi à le trouver. Mais c'est magnifique, c'est des gens qui se débattent et après, c'est toute l'humanité dans ces petites lâchetés et ces petits courages, et ces grandes lâchetés, ces petits courages. Mais c'est tout ça qui m'intéresse parce que je suis ça aussi. En tout cas, nous, c'est un cinéma qu'on aime parce que c'est un cinéma de vrai, quoi, on peut dire. Donc en même temps qui peut parler aux gens. Ouais, le but c'était aussi de faire un cinéma politique avec tout le visuel, les touches colorées que je mets un peu partout et essayer de déstructurer un peu les images, de les restructurer d'une autre façon. Mais je voulais que mes personnages existent et véhiculent un propos évidemment, mais une vie possible et une vie réelle. Voilà, parce qu'en même temps vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes positif. Ah, je n'ai pas le choix. Voilà, il faut. Nous n'avons pas le choix. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film rencontre son public. Donc il sort à quelle période? Il sort le 2 juillet. Le 2 juillet, donc on a le temps de pouvoir en parler d'ici là. Voilà, j'ai le temps de revenir. Voilà, il n'y a pas encore d'affiche, mais le film, on l'attend, il va sortir un bon film. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.